Robert Bourassa a-t-il joué franc jeu avec les Québécois? Nous en débattons. Et l'intégration des enfants handicapés, faut-il étudier chaque cas au mérite? Les années qui ont suivi la mort de l'entente du lac Meech, c'était en juin 90. Je dois vous dire d'entrée de jeu que nous avions invité à cette table des joueurs, des politiques, des gens qui ont vécu les coulisses de cette période tumultueuse. Cependant, aucune des personnes qui se trouvaient dans le cercle intime du pouvoir autour de Robert Bourassa à cette époque n'a accepté de se livrer à l'exercice. Dans les circonstances, nous avons donc préféré réunir des observateurs privilégiés de la scène politique québécoise. Je vous les présente, ils sont nombreux. D'abord, mon collègue Normand Réaume, qui est correspondant pour le réseau TVA à Ottawa. À Meech, vous étiez en train de passer de Québec à Ottawa. Je fais un peu votre curriculum. À la mort de Meech, vous étiez à Ottawa, puis à Charlottetown aussi à Ottawa. Deuxième invité, José Legault, politologue ici à Montréal. Aux 3 étapes, vous étiez à Montréal, sans doute en train d'étudier tout ça. Troisième invité, bien connu aussi, Gilles Lesage, journaliste au Devoir. Et là aussi, c'est dans la continuité que vous vous définissez, puisque vous étiez à Québec, à Meech, à la mort de Meech et à Charlottetown. Don McPherson, chroniqueur au journal montréalais de Gazette. À Meech, alors vous étiez à Ottawa. À la mort de Meech, vous étiez à Montréal. Puis à Charlottetown, vous avez été pendant les négociations à Montréal. Non, plutôt à Ottawa, puis finalement pour la signature à Montréal. Enfin, quelqu'un qu'on connaît aussi très bien, Chantal Hébert, qui est correspondante parlementaire à Ottawa pour la presse. Et là aussi, c'est dans la continuité que ça se définit. Vous avez été à Ottawa tout le temps, sauf qu'à l'époque, vous étiez probablement, en tout cas au début, pour le Devoir. Premier commentaire, je commence avec vous, Normand. À la lumière de ce que vous avez vu dans le documentaire, qu'est-ce que vous retenez? Je suis un peu désarçonné. J'ai aimé le livre. Le documentaire, je trouve que ça fait un petit peu moralisateur. Il y a un petit côté jésuite là, qui est un petit peu fatigant. La conclusion, c'est qu'on tente de démontrer, je pense, que M. Bourassa, plus qu'un tricheur, je pense. Je pense que la démonstration mène à un terme qui est grave, c'est la traîtrise. Il aurait trahi vous le peuple ça, québécois. Vous? Ce n'est pas ce que je dis. Je dis que le documentaire télévisuel semble mener à ça. Alors moi, je pense qu'on ne peut pas reprocher à M. Bourassa de ne pas avoir pris au vol la balle souverainiste à la suite de la mort de Meech ou à cette époque. Il n'a jamais été souverainiste, il a toujours été un fédéraliste. Ce qui pose des questions. Et à ce titre-là, on peut dire que M. Lisée n'est qu'un procureur de la Couronne qui vient de mettre sur la table un certain nombre d'éléments qui permettent peut-être de porter des accusations. Mais le procès n'est certainement pas fermé. Et entendu. Ce n'est que l'ouverture. Monsieur Lesage, un premier commentaire? Oui, je suis pas mal d'accord avec ce que Normand vient de dire. Moi, au contraire de lui, par contre, je trouve que les images sont très fortes. Il me semble que le livre, il y a une espèce de décalage. Les images, je pense qu'elles vont frapper très fort. C'est un docudrame, en quelque sorte. C'est pas un documentaire, c'est vraiment une dramatisation qui, je pense, va être très frappante, percutante auprès de la population. Ça risque d'avoir de l'impact dans les jours qui suivent. En plus que tous ceux qui ont lu le livre, il y en a un paquet qui ne l'ont pas lu, qui viennent de le voir. Je pense que ça va être un impact très fort. Et c'est pour ça, j'imagine, que Jean-François Lisée l'a fait. Quant à moi, je suis un peu surpris. Je l'ai écrit d'ailleurs dans le journal. J'ai fait une recension assez sévère du livre. Je trouve que le titre est vraiment très fort. Et contrairement aussi, comme Normand dit, il agit comme procureur, comme enquêteur, mais il agit également comme juge et jury, et il fait un jugement sans appel. Alors qu'au contraire, me semble-t-il, que le procès ne fait que commencer. Il y a des pièces à conviction, mais il y en a un certain nombre d'autres qui manquent. José Legault? Ben oui, je suis assez d'accord. Le titre est beaucoup trop fort. Il y a une belle unanimité qui se décide. Là. Et pour savoir ce que le grand Robert a fait, je suis allée consulter le petit Robert et je suis allée voir tricherie. Et finalement, ce que j'ai trouvé qui se rapprochait le plus de ce que Robert Bourassa a fait, c'est le mot stratégie. Hein? Stratégie, ensemble d'actions coordonnées de manœuvres en vue d'une victoire. Bon, on peut être en désaccord ou en accord avec ce que Robert Bourassa a fait. Ce qu'on peut lui reprocher, c'est de ne pas avoir pleinement assumé en juin 90 la position fédéraliste de son parti. C'est d'ailleurs un des reproches principaux qui est adressé dans le documentaire, si je me trompe, quand il dit, Jean-François, par exemple, il avait pu, à certains moments, ou il aurait pu plutôt affirmer son credo fédéraliste plutôt que de jouer. Sauf que ça prenait un degré de naïveté assez extraordinaire pour croire que Robert Bourassa, tout à coup, du jour au lendemain, était devenu souverainiste. Et bien des personnes avant M. Lisée l'ont écrit il y a 3 ans, 2 ans, 4 ans, que toute la stratégie de Robert Bourassa allait être de gagner du temps, mais qu'il n'allait jamais aller jusqu'à la souveraineté. Don, vous faisiez non de la tête tout à l'heure en écoutant José Legault.
Non, de la tête. À quel moment précis? Ben, je sais pas. Revenez, aidez-moi un peu. Ce que je retiens surtout du documentaire, le documentaire reproche à M. Bourassa de ne pas avoir réalisé la souveraineté ou au moins tenu un référendum sur la souveraineté suite à l'échec de l'accord du lac Meach. Et je me demande aujourd'hui combien de Québécois reprochent vraiment à M. Bourassa de ne pas avoir tenu un référendum sur la souveraineté à ce moment-là, lorsqu'on considère que les appuis à la souveraineté ont baissé depuis ce moment-là. Et on peut se demander même si ce changement ou l'évolution de la situation n'a pas un peu donné raison à M. Bourassa. C'est évident qu'il y a bien des choses qu'on peut reprocher à M. Bourassa. Moi, entre autres, je reprocherais à M. Bourassa le fait d'avoir utilisé de façon irresponsable et à très courte vue la menace de la séparation du Québec pour essayer de faire vendre ses positions constitutionnelles, ce qui était sur le plan stratégique une erreur de sa part, parce que finalement, il n'a fait que renforcer ses adversaires et accréditer la thèse de ses adversaires. Mais je n'irai pas jusqu'à la traiter de tricheur, non. Finalement, Chantal? Jean-François Lisée appelle Robert Bourassa un tricheur, mais on a l'impression que c'est lui qui s'est senti floué plutôt que Robert Bourassa qui a bien triché. Parce qu'on voit Robert Bourassa tout au long de cette émission, tout comme dans le livre d'ailleurs, toujours montrer ses cartes. Il y a peu de tricheurs qui montrent leurs cartes et qui défont leur propre stratégie en mettant toujours des bémols à ce qu'ils viennent de dire. Et c'est ce qu'on voit M. Bourassa faire, c'est ce qu'on l'a vu faire pendant cette période-là. Est-ce qu'on lui reproche de ne pas en avoir profité, de ne pas avoir été souverainiste et de ne pas avoir pris une poussée de fièvre pour faire du Québec un pays? Je suis d'accord avec Don. Est-ce que c'est sur une poussée de fièvre que les Québécois voulaient faire un pays? Bon, alors, si on évacuait le titre, le tricheur, parce qu'il semble qu'on accroche tous sur le tricheur, c'est un jugement peut-être qui est rendu par l'auteur. Au-delà de ça, sur les preuves qu'il amène, parce que je pense que c'est un dossier qui est quand même assez bien étayé, sur les tergiversations, les louvoiements. C'est assez bien exprimé dans le documentaire. Est-ce que la preuve est quand même concluante de ce qu'il y a eu double langage? Je pense qu'à un moment donné, Jean-François appuie là-dessus, il dit c'est un documentaire sur le double langage. Mais finalement, ce qu'il reproche à M. Bourassa, c'est d'être ce que M. Bourassa a toujours été. Il a toujours utilisé le double langage. Il n'a jamais donné, et les Québécois le savent bien, M. Bourassa ne donnait jamais de réponse claire. Il ne faisait jamais de déclaration catégorique. Il se ménageait toujours des portes de sortie pour lui permettre de gagner du temps. En fait, la seule stratégie de Robert Bourassa dans toutes les situations, c'était d'essayer de gagner du temps et de limiter le moins possible ses options. Alors, c'est ce qu'il a fait dans ce dossier. Est-ce que c'est pas dénonçable d'une certaine façon, surtout à un moment historique, à un point de jonction important où on sent qu'il y a une volonté quand même de faire quelque chose au Québec? Le baromètre de la souveraineté monte à quoi? 70, 60 là, il y a un engouement, il y a quelque chose. Est-ce qu'il est correct qu'un chef d'État, dans pareille circonstance, n'écoute pas ce qui se passe? Les Québécois, au même moment, disaient également qu'ils étaient d'accord avec le fait que M. Bourassa prenait une dernière chance et donnait une dernière chance au fédéralisme. Il n'était pas désavoué. C'est Brian Mulroney qui était à 17 dans les sondages à l'époque, pas Robert Bourassa, tout au long de cette période-là. Les gens étaient intéressés par la souveraineté. C'est vrai que ça atteint des records, mais on ne s'est pas déchiré la chemise sur la place publique. C'est pas M. Bourassa qui a perdu des ministres puis des députés par dizaines et puis qui a vu d'autres partis arriver. Alors, quelque part, M. Bourassa, je pense, a fait un peu ce que les Québécois ont fait, parce que les Québécois, ils appuyaient Meach. Est-ce que le lendemain de Meach, ils étaient devenus des souverainistes purs et durs? Comment aurait-il pu vouloir Meach, qui était un minimum, et le lendemain vouloir au complet la souveraineté pure et dure? Dans ce sens-là, il leur ressemblait beaucoup. Mais ce n'est pas parce qu'il y avait ce sentiment-là dans la population que tout à coup, un chef d'État, un chef politique et un chef de parti doit changer de position. Et il ne faut pas oublier qu'il était à la tête d'un parti qui était fédéraliste. Il ne pouvait pas se permettre de faire éclater non plus son parti de l'intérieur en prenant une position comme celle-là. Peut-être que je ne comprends pas très bien la politique, vous pouvez m'aider. Il est chef d'un parti fédéraliste, c'est vrai, mais qui s'est dangereusement redéfini pendant cette période-là, qui a endossé massivement le rapport à l'air. La démarche était assez démocratique quand ils sont allés... C'est ça. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, s'il y avait reproche à faire, s'il y avait critique à faire, et il y a reproche et critique à faire, c'est justement d'avoir tenté
de jouer sur les deux tableaux. Ça faisait partie de sa stratégie. Il n'a pas triché dans le sens où il n'a pas caché. C'était à la face de tout le monde. Mais Vous le pensez vraiment? Ben oui, mais écoutez, on était là, hein? On s'en souvient quand même. Ça fait pas 15 ans. Là. Ce qui est écrit dans ce livre, ce que vous avez vu à la télé, on l'a vu, on en a été témoin, on l'a écrit. Et la plupart des journalistes qui ont couvert ce dossier-là, vous allez avoir de la difficulté à en trouver qui vont vous dire On a été bernés. Non, Écoute, je pense écoutez, qu'on a là, fait notre travail de façon générale. Si les gens ont lu les journaux, ils ont lu l'essentiel de ce qui était là-dedans. Je m'excuse. C'est pour ça que la grande question, finalement, le vrai sujet, moi, si j'avais à écrire un livre, ce ne serait pas nécessairement là-dessus, mais le titre, ce serait Les naïfs. Alors, comment se fait-il qu'il y a eu tellement de personnes au Québec, chez les intellectuels, chez les journalistes, pas tous les intellectuels, pas tous les journalistes, mais il y a eu beaucoup de personnes dans ce qu'on appelle l'intelligentsia, les médias, dans la population, qui sont tombées dans un piège qui était d'une transparence absolument désarmante. Et il n'y a qu'au Québec où, entre nous, et là, je m'exclus, hein, je m'exclus, il n'y a qu'au Québec Parce que vous ne faites pas partie des naïfs, vous aviez tout vu. Moi, j'ai collaboré à un livre qui a été publié en septembre 1990, qui, en un paragraphe et demi, disait clairement, c'était Autopsie du lac Meech, qui disait clairement que toute la stratégie de Robert Bourassa à partir de juin 90 allait consister à éviter la souveraineté et à gagner du temps. C'est pour ça que je disais tout à l'heure. Et ça n'a pas été le seul livre à le dire. Et Pierre Fournier, qui était l'auteur, n'a pas été le seul commentateur. Normand, avant que vous preniez le bénitier, tiens, on va faire ça. Je vous propose de vous retenir 2 secondes. On s'en va à une courte pause publicitaire et on revient après la pause, évidemment, pour continuer le débat. On continue notre débat. C'était à vous, Normand, la parole à l'époque. Alors, continuez donc. J'allais dire que ça dépend du point de vue où on démarre l'analyse des événements en question. Et c'est ça qui fait qu'on arrive à un tricheur ou à autre chose. C'est-à-dire que le monde de la politique, on peut penser que c'est un monde de l'honnêteté. On peut reconnaître, au contraire, que c'est un monde du mensonge. OK? Mais est-ce qu'on accepte tous autour de la table, donc, que la seule façon de définir l'efficacité en politique et même peut-être une certaine rigueur morale, c'est que d'être mensonger? Et ça montre, en tout cas, que ceux qui ont été récemment là, très honnêtes en politique, René Lévesque dans certains dossiers, Turner dans d'autres, je veux dire, ils se sont fait hacher menu assez rapidement. Qu'a fait Bourassa dans le dossier constitutionnel? Il a profité de l'effondrement des péquistes après le référendum. Il s'est engagé dans quelque chose qui n'avait pas beaucoup de substance, Meech, 5 conditions minimales. Même ça n'a pas passé. Il était mal pris. Il y a eu effectivement une poussée souverainiste au Québec, pas seulement chez les péquistes, dans la société civile en général, même chez les gens d'affaires, chez les jeunes libéraux, même chez les cadres importants du Parti libéral. Lui, il a simplement géré ces forces-là. Il était assis en haut de la pyramide et il s'est dit, moi, je suis un fédéraliste, j'ai une poussée souverainiste, je vais essayer de négocier au travers de tout ça. Et il a fini par aboutir à Charlottetown avec rien dans les mains, mais il avait évité un référendum sur la souveraineté qui aurait peut-être pu passer, effectivement, s'il l'avait fait assez tôt. Mais tout en se disant fédéraliste, c'est quand même le même homme qui signe le rapport Bélanger-Campeau, au bout de laquelle démarche, théoriquement, on pouvait être confronté à un référendum sur la souveraineté. Il y avait un addendum signé par M. Bourassa qui prévoyait des négociations constitutionnelles à l'intérieur du cadre. Vous n'étiez pas 2 choses, c'était ou une refonte en profondeur de la fédération ou un référendum sur la souveraineté. Je pense que c'est Charlottetown, c'était ça. Encore une fois, se ménageait une porte de sortie, qui se ménageait une alternative au référendum sur la souveraineté. Et c'était assez clair. C'est ça. Et il a accepté Charlottetown et il l'a vendu. M. Bourassa a porté un jugement sur Charlottetown auquel les Québécois n'ont pas souscrit. D'accord. Mais il est allé chercher cet accord qui valait ce qu'il valait et il a décidé que ça correspondait à une définition suffisante. Dans son esprit, il était premier ministre, il devait prendre la décision pour que ce soit soumis aux Québécois. Ils ont dit non. Mais il n'aura pas dit, moi je trouve que c'est assez bon, mais je ne ferai pas de référendum. Alors là, par contre, vous pourriez parler vraiment de trichage, parce que non seulement on aurait dit aux gens, on va vous demander votre avis, mais après on dirait, non, on a signé, mais on ne vous demandera pas finalement, parce qu'on trouve que ça va comme ça. Mais pour la bonne compréhension de ce qui s'est passé, est-ce que, puisque c'est aussi l'homme qui a dit plus jamais le statu quo, n'est-ce pas, est-ce qu'on doit donc comprendre que, aux yeux de M. Bourassa, Charlottetown, c'était surtout pas le statu quo, alors? Mais Charlottetown n'était pas le statu quo. C'était 62 pages de non-statu quo. C'était l'accord constitutionnel le plus complexe, le plus absurde, j'en conviens aussi. Mais ça ressemblait surtout pas. C'était tout sauf le statu quo. C'était un chambardement complet de la Fédération canadienne, complet de la culture politique canadienne aussi. C'était vraiment prendre le Canada, le virer à l'envers et essayer de le remettre à l'endroit. À peu près de cette façon-là. Mais Mme Legault, dans l'absurde, est-ce qu'on
aurait pu donc imaginer, parce que quand on pense au statu quo et qu'on l'entend énoncé par le premier ministre, on se dit surtout ça sera des gains plutôt que ce qu'on a maintenant. Mais si on fait de la sémantique, on peut imaginer aussi que c'est beaucoup moins et c'est pas le statu quo. Mais là, écoutez, ce sont des jugements de valeur et puis on fait des analyses, on prend position. Mais le statu quo, c'est ce qui existe maintenant. C'est dans tous les Il y a dictionnaires. plus de 40 des Québécois qui ont décidé que Charlottetown était un gain, puisqu'ils ont voté oui à Charlottetown. Et la majorité ont voté non. Mais il y a quand même tous ces gens-là qui, eux, ont trouvé que c'était un gain suffisant. Peut-être, d'ailleurs, Jean-François se décrit comme un souverainiste sceptique. C'est un souverainiste déçu aussi, mais peut-être qu'un jour, il y aura des souverainistes au Québec qui seront reconnaissants à M. Bourassa d'avoir mis à l'épreuve cette fièvre souverainiste et de voir si elle était assez endurante pour se rendre à une période plus froide comme celle qui s'en vient. Parce que faire un pays, c'est plus qu'aller faire un défilé le 24 juin parce qu'on n'est pas content. Et à la limite, on pourrait argumenter à l'extérieur du contexte du livre que si les Québécois veulent faire un pays, ils ont intérêt à avoir plus qu'une petite poussée de fièvre parce que c'est un peu long. De toute façon, qu'est-ce que les Québécois ont perdu dans tout ça? S'ils veulent faire la souveraineté, il leur reste la possibilité de le faire. Ils n'ont qu'à élire un gouvernement du Parti québécois qui va faire un référendum là-dessus. C'est ça, Robert Bourassa l'avait dit clairement aussi. Il a dit en 1993, il s'était trompé d'un an. Il ne savait pas que Daniel Johnson allait s'accrocher désespérément comme ça jusqu'au dernier jour. Mais il a dit en 93, écoutez, les électeurs décideront. Hein? Il y a un parti qui est clairement souverainiste et puis il y a un parti qui est fédéraliste. Mais quand on dit fédéralisme, M. Bureau, il y a toutes sortes de visions du fédéralisme possibles. Hein? Il n'y a pas seulement Trudeau qui existe là. Il y a toutes sortes de façons de voir ça. Et en effet, les électeurs s'apprêtent à décider aux prochaines élections. Monsieur Lesage, je vous vois, votre air dubitatif, écouté avec philosophie, n'est-ce pas? Je vous soumets une idée. Peut-être que ça a du bon sens, peut-être pas. Est-ce qu'on n'est pas coupable, sans doute non, puisqu'il y a unanimité autour de la table, d'avoir quand même été impressionné par l'aspect manœuvrier de Robert Bourassa, qui a su, n'est-ce pas, à un moment où on parlait de poussée de fièvre nationale, a su faire tomber les ardeurs, louvoyer, est-ce qu'on s'entend sur le mot? Oui, bien sûr. Il a toujours été. Toute sa carrière. Est-ce qu'on n'est pas tous un peu béats d'admiration devant ça, néanmoins? Non, absolument pas. Moi, je ne suis pas béat d'admiration du tout. Regardez, à mon avis, le virage, il y en a eu un virage dans la vie de Bourassa, c'est en 67, quand il a refusé de suivre René Lévesque. Je pense que là, à ce moment-là, il est allé... clair. C'était très clair, à mon avis. Il ne l'a pas suivi à cause, bon, de l'espace économique canadien, la monnaie, tout ça. Et je pense que s'il y a une constante dans sa vie, là, on peut l'accuser de n'importe quoi, d'être une anguille, un chat, un Machiavel. Vous l'avez nommé plusieurs fois. Toutes les épithètes, on les a collées. S'il y a une constante, avec tous les dévouements possibles, c'est bien celle du fédéralisme. Même Trudeau, l'évêque s'en est plein dans son livre, lui, en a parlé. Trudeau, 71, sur la Constitution, encore une fois. Il est allé à Victoria Bourassa, il a dit à Trudeau, oui, peut-être. Hein? Il revient à Québec, il envoie une lettre, il dit non, je ne peux pas. C'était encore sur le dossier constitutionnel. Mais, donc, auprès de M. Lévesque, il a joué le jeu, auprès de Trudeau, auprès d'un paquet de monde. Mais il a gardé toujours cette espèce de foi fédéraliste. Je pense que ceux qui ont voulu penser qu'il irait autrement en 90 ou 91, c'est parce qu'eux souhaitaient, ils pensaient qu'ils espéraient que... Mais Bourassa, je pense, n'a jamais dévoué. En contrepoint, puis je suis à vous, Mme Legault, tout de suite, puis c'est les chiffres, évidemment, qui sont extraits du livre, mais c'est un sondage Angus Reid, je pense qu'on peut y faire confiance. À un moment donné, 82 des Québécois, 4 Québécois sur 5, se disent convaincus de ce que c'est pas un bluff, que Robert Bourassa, s'il n'a pas des offres satisfaisantes, fera la souveraineté. Les offres qu'il considérait comme satisfaisantes. Le reste, c'est un jugement de valeur. Par ailleurs, on accepte néanmoins le précepte de ce que si ce n'était pas satisfaisant, il aurait fait la souveraineté. Donc, on accepte qu'il s'est fait un peu à l'idée de la souveraineté. Les Québécois, tous collectivement, y ont cru d'une certaine façon. Bien, c'est pour ça que je parlais des naïfs tout à l'heure. Là. Je veux dire, la grande question, est-ce que Robert Bourassa a été un chef d'une intelligence et de machiavélisme absolument exceptionnel, ou est-ce qu'on a ici peut-être des élites et une partie de la population qui l'est moins? Hein? Bon. Est-ce qu'on est mou, c'est ce que vous dites, peut-être? Bien là, écoutez, je pense que lorsque les médias, et là, je dis pas qu'il n'y a pas de journalistes qui n'ont pas vu à travers, mais il y en a beaucoup... tous réunis ici. Mais il y en a beaucoup qui n'ont pas vu à travers, qui ont embarqué, qui ont marché. M. Lisée faisait partie aussi de ceux qui ont ramé pendant tout ce temps-là et qui l'ont cru et qui ont pris leur rêve. C'est du wishful thinking, hein? Qui ont pris leur rêve pour des réalités. Alors, M. Lisée emploie le mot rêve, mais c'est même plus du rêve là, à ce niveau-là, c'est rendu du fantasme, point à la ligne. Et d'ailleurs... Et si je peux juste terminer, lorsqu'on disait tout à l'heure, qu'est-ce qui s'est passé en juin 90, et on parlait de Victoria, la grande différence, c'est qu'après Victoria, M. Bourassa, il ne s'est pas acharné.
Hein? Ça arrive dans une fédération, d'un point de vue purement fédéraliste, ça arrive dans une fédération qui a des impasses constitutionnelles. Le Canada en accumule On en est maintenant convaincu, depuis 1867. Là. La preuve est plus à faire. Bon, et après 71, tout le monde s'est calmé. On s'est dit, on ne peut pas recommencer tout de suite, il faut rester calme. Et en juin 1990, il y a eu de l'acharnement thérapeutique. Là. En tant que chef fédéraliste, M. Bourassa aurait pu arrêter la machine. C'était à la veille de l'été. Non, mais l'acharnement honnêtement... thérapeutique de M. Bourassa, c'est une chose, mais il y avait autre chose. C'est l'acharnement thérapeutique de M. Mulroney, et qui n'était pas un acharnement thérapeutique frivole, qui partait de l'obligation de se débarrasser du Bloc québécois avant la prochaine élection fédérale. Parce qu'autrement, c'était le pilier droit, la gauche étant en Alberta pour une fois, du pouvoir conservateur qui allait s'écrouler avec Lucien Bouchard en chambre. Et on pourra dire que celui qui a donné le coup de pied dans les règles du jeu, c'est Lucien Bouchard en étant là et en disant « Ah, vous faites rien » parce que M. Mulroney aurait préféré rien faire, mais il n'y avait pas le choix. Et c'était pas pour accommoder le Québec qu'on a fait Charlottetown. C'était pour accommoder le Parti conservateur, à qui il était arrivé ce qui devait arriver d'ailleurs. Une chose qui m'a frappé lorsque José a parlé du wishful thinking, les gens qui prenaient leur désir pour la réalité, une chose qui m'a frappé dans la lecture du livre et aussi au visionnement du documentaire, c'est le nombre de gens qui parlent de leurs impressions de ce que M. Bourassa, de ce que M. De où était Bourassa rendu voulait. M. Bourassa. C'est ça. Et c'était des gens qui avaient quand même accès à M. Bourassa. Ils pouvaient lui poser la question de façon très directe, mais ils ne voulaient pas poser la question. Mais quand on lui pose directement, vous connaissez la réponse. Il l'a fait d'ailleurs, je pense, au moment du dépôt à l'air. C'est académique qui dit, hein? C'est académique. Alors justement. Mais les gens n'ont pas voulu lui poser la question parce qu'ils voulaient un oui, ils voulaient entendre un oui, et peut-être qu'ils savaient que M. Bourassa ne leur donnait pas cette réponse-là. Mais vous parliez de naïveté tout à l'heure, José Legault. Est-ce que Lise Bacon, Jean-Claude Rivet sont des naïfs, des dupables? Je ne sais pas si je peux utiliser le mot. Quand on les entend dans le documentaire, et je peux reprendre ici un peu ce que dit par exemple Rivet, évidemment, c'est nuancé, hein? Mais ça laisse penser. Si c'est pas acceptable, il parle des offres, il va dire non, puis après, il se déterminera, il fera le référendum sur la souveraineté à la façon dont il voudra, à sa manière. C'est Jean-Claude Rivet qui est quand même passé maître machiavélisme, là. Justement. Justement. Alors, je pose la question, c'est d'y répondre. Si vous dites qu'il est maître en machiavélisme, vous êtes quand même pas en train de me dire qu'il faut prendre tout ce qu'il dit pour du cash. Donc, il est toxique quand il dit ça. Mais non, il est stratège, il a une job à faire, il était payé pour ça. Il était aussi négociateur constitutionnel à l'époque. On a vu que... Quand Lise Bacon dit que M. Bourassa devra se résigner à la souveraineté, peut-être éventuellement, elle fait aussi de Mais est-ce que ça se peut aussi que ces gens-là, qui ont été très pris dans leur crise au lendemain de Mitch et dans leur crise d'Oka, d'ailleurs, se soient peut-être pas rendu compte tout de suite que le Québec, qui avait passé 20 ans à se faire dire par le reste du Canada, que voulez-vous, on va essayer de vous accommoder, avait affaire à un autre Canada le lendemain de Mitch, un Canada qui allait plus chercher à accommoder parce que Peterson, justement, allait y laisser sa tête sur la tentative. Je vous arrête là-dessus. On fait encore une fois une courte pause et on vient évidemment après la publicité. Dernier bloc de ce débat. Enfin oui, on peut parler de débat. J'ai envie de vous soumettre une question. Si l'auteur était ici, il poserait sans doute la question suivante. Est-ce que... Il n'y a pas beaucoup de cynisme là-dedans? On en parlait pendant la pause. Normand, est-ce qu'on n'est pas en train de valoriser le cynisme, finalement? La politique, c'est le cynisme. Je pense que l'auteur du livre, effectivement, aurait dû être ici à la table et non pas, et moins présent dans son vidéo. Et effectivement, on aurait pu échanger davantage. Mais question cynisme, M. Lisée reconnaît lui-même dans son livre que c'est la base même de la politique. Il dit à un moment donné, la politique, c'est comme la saucisse. Il ne faut jamais montrer comment ça se fabrique. Et là, il a essayé de nous montrer un peu comment ça se fabrique. Et puis, s'il y en a un haut le cœur après, moi, comme journaliste, là, je couvre des événements, je couvre des paroles de politiciens. Et je rapporte ce qu'ils disent, mais j'essaie toujours de décoder ce que ça signifie vraiment. Parce que la plupart du temps, ce qui est affirmé n'est pas la réalité sous-jacente. Alors, c'est ça qu'il faut essayer de donner au public. Et on doit vivre confortablement avec ça, ne pas remettre en question ça, ne pas acculer finalement devant les faits, la somme des faits. C'est-à-dire qu'il faut dire aux politiciens, monsieur ou madame, dites la vérité. Mais à partir du moment où ce n'est pas toute la vérité ou c'est le domaine du mensonge, bien, vous êtes pris avec ça. Je pense que c'est notre devoir de ne pas être des amoureux déçus. C'est le premier devoir d'un journaliste. De regarder ce qui se passe et d'essayer de le dire aux gens pour qu'ils ne soient pas des amoureux déçus quand ils font des choix. Mais pour le cynisme, je pense qu'on a tous été aux premières loges du cynisme, et c'était les politiciens qui nous l'ont donné
et comparer à M. Bourassa ce qu'on a vu, par exemple, au moment du rapatriement de la Constitution, quand on se donnait des claques dans le dos sans le Québec, en leçon de cynisme et en trichage, je pense que ceux d'entre nous qui étaient là regardent Robert Bourassa et disent quand même il faudrait avoir le sens des choses. Ceux qui ont regardé les négociations qu'on a eues pour essayer de rapatrier Meach et de rapiécer Meach et qui ont vu des premiers ministres sortir en disant qu'il fallait avoir l'estomac solide, je pense que les gens qui étaient assis là et qui ont été les spectateurs de ça ne sont pas des journalistes cyniques, mais ils ont compris que la politique, c'est pas un jeu pour les gens qui rêvent. Pas de place au rêve d'aucune façon. Ben oui, il y a place au rêve, bien entendu, mais il n'y a pas place au fantasme. Ça, c'est autre chose. Et si nous, on verse dans le cynisme, je suis d'accord avec Chantal, je pense pas qu'on verse dans le cynisme. Parce que, bon, moi, je suis pas journaliste, je suis politologue. Moi aussi, je suis là pour analyser, essayer de comprendre des phénomènes. Et là, c'est à chaud, hein? C'est très, très récent, là. On se donne même pas le temps d'avoir un petit peu de recul. Il faut être réaliste un petit peu là-dessus. Mais peut-être que M. Lisée fait un peu dans l'angélisme. Et sa vision de la politique est peut-être un petit peu trop idéalisée. Je vous pose une question, puisque tous vous êtes autour de la table réalistes. Est-ce que, d'un point de vue stratégique, donc sur à plus longue vue, c'était bon que de désamorcer la fièvre souverainiste en 1990-91? Est-ce que si on est confronté, par exemple, à un référendum dans 3-4 ans et qui passe à 51 parce que ça a un peu baissé, est-ce qu'on n'aurait pas été mieux de le faire dans d'autres conditions? Non, absolument pas. Du point de vue d'un chef de gouvernement fédéraliste, oui, ça a été la bonne stratégie d'essayer de désamorcer, de gagner du temps. Mais il ne faut pas oublier que cette crise-là, que M. Bourassa et les fédéralistes sont en grande partie responsables de la création de cette crise, parce que c'est justement les fédéralistes qui se sont servis de la souveraineté pour essayer, comme moyen de pression sur le Canada anglais, pour essayer de faire passer l'accord du lac Meach. Et en ce faisant, ils ont renforcé leurs adversaires et accrédité la thèse de la souveraineté. Donc, je pense que oui, M. Bourassa avait besoin de désamorcer, de gérer la crise, mais c'était une crise qu'il lui-même avait créée, ou a aidé à créer. Attention. Le péché originel, c'est M. Trudeau qui l'a commis avec le rapatriement de la Constitution. Meach, c'est la conséquence du rapatriement de la Constitution. L'Assemblée nationale n'a pas ratifié. Le dossier constitutionnel, c'est Bourassa ne confondons pas les choses. Qui ont ranimé ce dossier-là, c'était mort. Exactement. Le Québec était... C'est devenu un pétard. Oui, mais c'est devenu un pétard qui leur a éclaté à la figure. Il y avait un problème de légitimité politique extrêmement important et le problème demeure aujourd'hui. Et c'est pour ça, j'imagine, qu'on s'est acharné sur Charlottetown. Et ça reste pas réglé. Je regrette tant que le Québec n'a pas ratifié la Constitution canadienne. Il y a un problème grave dans ce pays-ci. Monsieur Lesage, tout à l'heure, à cette question de stratégie. Je reprendrai un petit peu ce que Chantal disait tout à l'heure. On ne bâtit pas un pays sur la colère, la frustration ou le dépit. Si le référendum avait eu lieu 6 mois ou 1 an après l'échec de Meach, probablement qu'il y aurait eu un score très élevé, mais qu'en aurait-il été l'an dernier, puis cette année? Ce serait épouvantable de s'apercevoir qu'effectivement, les Québécois se reposent des questions, ils se disent « Oh, on est peut-être allé trop vite, peut-être que c'est pas une décision réfléchie. » Ça aurait été épouvantable. Ça rentrait dans la façon de Bourassa, dans sa manière d'agir, mais je pense que peut-être qu'au bout de la ligne, à condition que lui parle, il est temps qu'il nous donne sa version à lui. J'espère qu'il va nous dans ces grands moments cataclysmiques, la responsabilité du chef d'État, quoique ça ne soit pas un chef d'État de plein droit, M. Bourassa, chef de gouvernement, voilà, chef de gouvernement, c'est d'aller au-delà de ce que pense l'opinion publique momentanément. Il n'est pas gouverné par sondage. Il croyait que, sincèrement, apparemment, qu'il n'était pas dans l'intérêt du Québec de devenir un pays souverain. Et donc, il a agi dans ce qu'il voyait comme étant les intérêts du Québec. Et on peut, parce qu'on traite un peu M. Bouchard de naïf et d'autres à travers cet ouvrage, mais on peut au moins reconnaître une chose. Faire un pays, c'est pas comme claquer une porte, c'est pas un geste négatif. On fait pas ça parce qu'on est fâché contre son voisin, on le fait parce qu'on fait quelque chose pour soi. Et la différence entre faire le choix tout de suite après Meach et le faire peut-être dans 1 an, c'est que c'est cette optique-là qu'il va falloir que les gens aient. Et là, ce seront des souverainistes qui vont défendre l'option souverainiste et qui vont tenir le référendum. Ça me paraît un petit peu plus logique. Mais le débat sur le référendum, il s'est fait une fois clairement sur un mandat de négocier. Les Québécois, clairement, ont dit non. Pour reprendre le débat, il faut le reprendre sur la base de la question de la souveraineté et pas simplement dire « Ah bien, les Anglais nous ont dit non, donc par colère, on va faire l'inverse. » Par dépit, donc. La perte de foi fédéraliste qu'il y a là-dedans, de toute façon, c'est pas insignifiant. Hein? Sans égard aux thèses, c'est le catalogue de la perte de la foi des fédéralistes qui ont voté non en 80 qui est là-dedans. Et pour ça, ce livre-là a sa place dans l'histoire, parce que c'est un catalogue qui n'avait pas été fait. Bon moment, il reste 30 secondes à la table, alors. Le mérite encore répété? Ah oui, très important. À mon avis, très important. Puis en plus,
il donne une version dont il va obliger les principaux acteurs, y compris Bourassa, qui n'a jamais écrit, tout le monde le sait. Là, il va l'obliger maintenant à nous dire exactement ce qu'il en est de sa part. Mais il reste quelque chose à clarifier de très précis, c'est que si les Getty et Ray ont dit vrai, à savoir qu'aux Québécois, puis à certains de ses membres, ils disaient « oui, je suis ouvert au projet souverainiste », et qu'en même temps, Canada aux Anglais, anglais. ils leur disaient « jamais je n'utiliserai un référendum sur la souveraineté, dormir tranquille », si effectivement ça c'est vrai, là on peut parler de tricherie et de trahison. Ça, c'est le morceau très, très dur de ce Mais qui livre-là. n'est pas là-dedans. Non. Bien, qui est là en partie. Normand Je peux vous Réaume, citer, M. Bob Ray. Lesage, Mme Legault, M. Macpherson, Mme Hébert, à tous, merci beaucoup d'être venus nous voir. C'était très gentil. Merci.